point, c'est cette affirmation qui en partie me semble être juste, à savoir qu'à l'évidence, il y a une utilisation de l'art qui devient un marché, notamment le blanchiment d'argent, ça on l'a toujours su. Et aussi d'un point de vue qualitatif, on peut constater qu'il y a un écart toujours plus conséquent entre, entre l'œuvre d'art à proprement dite et la façon dont elle peut être perçue par comment dire, par un individu issu d'une classe spécifique. À l'évidence, pour contempler un tableau de Rembrandt, ben en général, c'est pas celui qui habite voilà, en banlieue parisienne qui va s'atteler à vouloir s'émerveiller et contempler un tableau. Donc ça a toujours existé. D'une part, l'écart, on va dire, de perception qualitative d'une œuvre, et d'autant plus maintenant, compte tenu de la société de l'entertainment, c'est-à-dire que l'art aujourd'hui a pris une figure plutôt de divertissement, c'est-à-dire que à partir du moment où l'aspect contemplatif de la vie est réduit finalement à une sphère comme ça un peu marginale, considérée comme inutile, inappropriée, compte tenu du fait que nous sommes dans un monde productiviste, à quoi sert de contempler quand on doit produire, cumuler et posséder. Donc évidemment, l'art, on a un rapport à l'art qui doit être nécessairement relatif, à mon sens, à une compensation justement d'une nécessité de production qui pousse l'homme à l'aliénation dans certains cas, ou tout au moins à la dépossession relative de certaines fonctions psychiques. Et j'inclus dedans l'attention. Et dans l'attention, il y a une possibilité d'entreapercevoir des sphères, on va dire, psychiques, différentes de celles de l'exaltation. Donc à l'évidence, lorsqu'on travaille toute la semaine et qu'on donne une force qui justifie le salaire et qui implique aussi une régularisation d'un mode comportemental, bah, lorsqu'on dispose d'un temps donné, on va dire, en fin de semaine ou en fin de journée, eh ben, on ne va pas l'utiliser, on n'est pas programmé pour pouvoir contempler une œuvre d'art, et qui plus est, en dehors du fait de contempler une œuvre, on va dire statique, comme peut être un tableau, il y a des œuvres qu'on peut considérer comme dynamiques, des supports dynamiques que peuvent être le film par exemple, et l'approche d'un film en général par la plupart des gens est une approche d'appropriation, on va dire, liée au divertissement, à une exaltation relative. En gros, voilà, j'aurais un film d'action, et à travers la stimulation que me procure le film, bon, ma foi, je gagne en énergie, je recharge les batteries pour retourner au travail. En gros, pour caricaturer, voilà, j'ai un travail bien souvent peu accomplissant et parfois même dégradant. Puis je vais regarder un héros sauver la planète durant 2 heures. Bon, ben, je recharge mes batteries inconsciemment pour aller retrouver des dispositions favorables à l'action. Bon. Donc là, je parle de l'art au sens où on peut le voir de manière universelle. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que les films ou les séries sont des œuvres d'art. Parce qu'ils sont rentrés dans le cadre, on va dire, capitaliste du divertissement. Ce que Debord appelait la cité du spectacle, par définition. Et donc, il y a une dépossession de la valeur intrinsèque de l'objet d'art, dans la mesure où il s'incorpore dans l'utilitarisme, on va dire, capitaliste. Alors qu'en réalité, un objet n'a de valeur que dans la façon dont on va soi-même le saisir, se l'approprier et en extirper un sens, une valeur et possiblement une utilité. Donc, je parle volontairement du film parce que c'est la révolution majeure de l'art du XXe siècle, et qui plus est du XXIe siècle. Il suffit de voir le nombre de séries, le nombre de films qui sortent tout le temps. Et je crois qu'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit un tableau, qu'elle soit un film, qu'elle soit une série, qu'elle soit une œuvre musicale, peut procurer à l'âme de quoi, alors ponctuellement, d'une part satisfaire sa nécessité de stimulation, et d'autre part aussi contrebalancer le pouvoir, on va dire, asservissant de l'impératif de production, pour résumer. Et là où moi je considère qu'il faut revoir la façon dont justement on utilise ces supports-là, c'est dans les degrés de lecture disponibles dans une œuvre. C'est-à-dire, moi j'ai vu des centaines de films, si ce n'est plus, et chaque fois ma disposition d'esprit lorsque je regardais un film avait une incidence majeure dans mon intériorité, et du coup modifiait mon regard d'interprétation sur le monde, même ne serait-ce que ponctuellement, par une histoire, une épopée, ou parfois une vision sociologique, ou ne serait-ce qu'une aventure humaine, voilà, faite d'émotions paradoxales et compagnie. Et du coup, je vais alimenter mon esprit de grilles de lecture sur le monde supplémentaires. Parce que je me suis attelé à m'approprier l'œuvre comme étant
une source d'information potentielle, en même temps qu'une source de contemplation, en même temps finalement qu'un moyen de divertissement. Et de ce point de vue-là, l'art devient hyper structurant psychologiquement parlant. Et je pourrais énumérer bon nombre de films au travers desquels j'ai pu, moi, gagner en maturité et en compréhension. Donc voilà, l'art, pour revenir à la question de base, a évidemment une acception aujourd'hui finalement dans l'inconscient collectif, une acception un peu élitiste. Qui dit élitisme dit aussi justement appropriation par une caste particulière et dit financiarisation. Ça c'est un cheminement qui me paraît logique. Mais aussi, et là je vais reprendre les propos à la fois de Malraux et de Gilbert Durand. Donc Gilbert Durand qui était donc du coup un sociologue et un spécialiste de l'anthropologie de l'imaginaire, a écrit différents ouvrages dont un ouvrage extrêmement intéressant, enfin deux hyper intéressants, mais son œuvre majeure, c'est les structures anthropologiques de l'imaginaire, au travers duquel il classifie dans l'inconscient la façon dont les images vont déterminer une vision interne des choses, un positionnement, une exaltation des archétypes, ce que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises. Mais il y a un autre petit ouvrage qui s'appelle La symbolique de l'imaginaire ou quelque chose comme ça, peu importe, dans lequel il cite Malraux. Et Malraux évoquait déjà que l'art moderne, de par la technique, a permis finalement de démultiplier les œuvres. On peut penser par exemple au cinéma avec les péplums, où on a pu enfin voir peut-être des mythes à l'écran, ou Ulysse par exemple, ce genre de choses, et dans la continuité aussi d'autres romans mis à l'écran. Et donc finalement l'art aujourd'hui fonctionne presque comme un musée à ciel ouvert, qui permet aujourd'hui à des catégories sociales moins centrées sur le culturel, de pouvoir se renseigner et s'approprier une histoire avec toutes les imperfections que ça comprend et les imprécisions que ça comprend, mais néanmoins structurer son imaginaire de façon plus concrète et comprendre une épopée, Hercule, Achille, enfin bref, Troie, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, ça peut permettre de stimuler les archétypes et donc façonner une humanité dans une échelle plus importante. De manière à ce qu'elle puisse elle-même autonomiser finalement son goût de vivre, autonomiser son goût d'avoir un destin. Et ça a vraiment une incidence favorable. Et donc, pour revenir à la façon dont Gilbert Durand traduit les propos de Malraux, qui dit qu'évidemment l'art moderne, et je ne réduis pas l'art moderne justement à ce qu'on peut voir dans l'art plastique ou l'art pictural. L'art moderne, il faut prendre l'art moderne dans son ensemble, et qui plus est dans sa partie qui est la plus influente. Et le cinéma l'est. Donc l'art moderne, au lieu de se laisser dominer par les termes, beaucoup de gens critiquent l'art dégénéré. Oui, mais l'art dégénéré, c'est des choses qui touchent peu de gens. Je suis d'accord, quand on met un plug anal en plein Paris, je suis d'accord que c'est malsain, je suis d'accord que c'est de la décadence, mais néanmoins, c'est pas les supports artistiques qui touchent le plus les hommes. C'est Netflix pour Netflix, Prime Video, ou alors le cinéma. C'est ça, l'art, on va dire, dans sa mobilité, son influence et sa concrétisation, qui va plus structurer la psychologie des individus. Donc c'est cet art-là qu'il faut parler, pas s'arrêter sur quelque chose pour lequel les gens ont finalement peu d'attention. Alors évidemment, la critique est utile, mais bon, moi je ne m'attache pas à ça, je m'attache à voir quelles sont les œuvres qui vont avoir le plus d'influence. Et à cet égard, donc, pour reprendre ce que je disais à l'instant, les travaux de Durand, les archétypes sont présents en nous, dans l'inconscient collectif, l'inconscient personnel, et par le biais d'une lecture, par le biais, même parfois d'une musique, par le biais d'un film, on les stimule et ça donne une énergie. Ça induit une énergie qui peut potentiellement donner l'envie d'agir, potentiellement l'envie de structurer un projet. Donc ça a une incidence. L'art moderne, au sens où je l'entends moi, pour pas se laisser dominer par l'interprétation des mots. Non, l'art moderne, c'est pas l'art dégénéré d'un plug anal, ça c'est très marginal, bien qu'il faille le signifier, qu'il faille, et j'en doute pas, et j'ai l'appuie aussi le critiquer, mais l'art moderne, dans, on va dire, son influence et dans sa partie majeure la plus conséquente, peut être favorable, parce qu'il réveille, stimule les archétypes, et peut procurer l'envie d'une destinée propre à l'individu, et le désorienter d'une forme de vie standardisée dans l'aliénation de la production, en gros. Et donc à cet égard, ça a une utilité majeure. Après, ça peut aussi tomber, et là il faut aussi nuancer le propos, dans une forme aussi d'utopie individualiste. C'est là qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire tout le monde n'a pas un destin à la Achille, tout le monde n'a pas un destin à Alexandre le Grand, mais néanmoins, ça donne l'envie de se personnifier. C'est ça peut-être le plus important. L'éveil des archétypes qui induit une énergie forte. Parce que pour rappel, un archétype, c'est une image autonome chargée d'énergie. En l'occurrence, lorsqu'on voit un film, et là on peut parler des catégories sociologiques dans le cinéma, plutôt même psychologiques je dirais, il y a deux objectifs dans un film, c'est d'avoir un rapport d'appropriation du personnage. C'est une projection soit par familiarisation, quand c'est le cas par exemple
quand c'est le cas de quelqu'un qui nous ressemble ou pour qui on peut s'imaginer que la vie est semblable à la nôtre, donc là c'est un rapport de projection par familiarité, ou alors une projection par admiration, un héros et on se dit tiens j'aimerais avoir ça. Mais lorsqu'on contemple cette épopée, ces cheminements, surgit en nous une sorte d'énergie dans la projection qui nous donne l'envie de prendre en main le destin. Et c'est dans ce sens que l'art moderne a une influence favorable, qui peut conduire évidemment dans certains cas à une inflation d'ego et à l'individualisme, mais évidemment ça n'a pas que cette influence-là et ça n'aboutit pas spécifiquement qu'à cette finalité-là. Donc en ce sens, c'est très intéressant d'imaginer à quel point ce musée à ciel ouvert, comme disait Malraux, peut produire une humanité, ou plutôt façonner une humanité qui demain aura pour objectif de personnifier son destin. On peut parler en psychanalyse ou en psychanalyse chez Jung d'individuation. Ça veut dire spécifiquement entrer en soi, voir un peu quels sont les personnages qui suscitent en nous une émotion particulière. Et à partir du moment où on comprend que ces personnages ont suscité en nous une émotion particulière, on peut comprendre au mieux ce qui structure finalement notre psyché, notre âme, et à travers ces stimulations, configurer un cheminement et une route adaptée à qui on est. Et c'est dans ce sens-là que ça a une valeur absolue. Et l'art moderne est hyper intéressant si on le resitue, finalement, ce mot-là, dans sa réalité concrète, à savoir dans le cinéma et l'art dynamique de mouvement qu'est le cinéma et les séries. Et donc, pour conclure sur cette question, je dirais que c'est d'une utilité énorme. Et je dirais même c'est de salubrité publique du point de vue psychologique, dans le sens où ça induit vraiment l'idée, si on est attentif et qu'on a une attention forte, et là je reprends le terme de Malebranche, l'attention et la concentration sont la piété naturelle de l'âme. Si vous regardez un film avec une attention forte, une projection, et que ça stimule en vous des choses, vous allez apprendre à vous connaître. Tout comme certains de vos rêves peuvent vous permettre aussi de vous connaître. Et à travers cette appropriation, par le biais d'une œuvre, eh ben, vous pouvez cheminer vers un destin qui probablement correspondra à vos attentes mieux comprises. C'est comme ça que je vois les choses.